Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes le 7 août 2018 pour l'entretien d'actualité numéro 67. François Asselineau, où en est-on de l'affaire Benalla ? Alors bonsoir à toutes et à tous, vous me pardonnerez d'être de nouveau en chemisette. Nous sommes à Paris dans des locaux qui ne sont pas climatisés, les locaux de notre nouveau siège, et nous sommes en pleine canicule. Donc je fais ce qu'il est nécessaire de faire dans ce cas-là, c'est de retirer ma cravate et de mettre une chemisette. Je vous prie de m'en excuser. L'affaire Benalla, elle ne cesse de rebondir. On a eu l'impression qu'il y avait un pic qui avait été franchi, et puis qu'ensuite les grands médias avaient eu, les mêmes qui avaient lancé l'affaire, on a l'impression qu'ils avaient eu l'instruction de l'étouffer. Ce qui aurait eu tendance à accréditer l'idée d'un coup de semonce envoyé par l'oligarchie à M. Macron. Pour des raisons qui restent encore à élucider. Peut-être que M. Macron n'a pas donné tout à fait satisfaction en termes géopolitiques. Il est vrai qu'il a eu, semble-t-il, quelques faiblesses pour la Russie de Vladimir Poutine. Il a eu également quelques rapprochements avec la Syrie de Bachar el-Assad, puisqu'il a nommé l'ancien ambassadeur de France à Téhéran, François Sénémaux, comme son représentant personnel auprès de Bachar el-Assad, ce qui évidemment annonce à terme, d'ici quelques mois, la réouverture d'une ambassade à Damas. Piteusement, la France sera obligée d'admettre qu'elle a tout faux sur le dossier syrien. Et il y a eu également le fait que M. Macron a peut-être énervé Donald Trump en voulant lui donner des leçons. J'ai vu dans je ne sais plus quoi qui circulait, on lit beaucoup de choses, que Donald Trump a nommé M. Steve Bannon, un de ses représentants personnels à Londres, pour essayer de promouvoir les partis qui promeuvent la destruction de l'Union européenne. En tout cas, nous n'avons pas encore été approchés. Mais les mêmes rumeurs disaient que M. Trump avait envie d'essayer de déstabiliser M. Macron et Mme Merkel. On verra bien ce dont il s'agit. En attendant, on pouvait penser que l'affaire allait retomber. Eh bien, pas du tout. Il y a eu des nouvelles révélations. Je crois que dans mon dernier entretien d'actualité numéro 66, il y a une dizaine de jours, je crois que j'avais d'ailleurs comparé ça à une espèce de stromboli ou de Vésuve, de volcan qui qui émet énormément de scories continuellement. C'est un petit peu ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis mon dernier entretien d'actualité ? D'abord, on a appris des révélations les unes après les autres. Une autre vidéo est sortie d'un chapeau où l'on a vu que M. Benalla, quelques heures avant l'affaire de la contrescarpe, avait déjà éprouvé le besoin de passer ses nerfs sur des passants au Jardin des Plantes. C'est pas très loin. Pour ceux qui habitent à Paris, c'est dans le 5e arrondissement. Ça n'est pas très très loin. Donc quelques heures avant, il jouait déjà au cow-boy en se prémunissant, je crois, d'un bandeau police. Vous savez qu'il n'a pas le droit de le faire pour faire régner l'ordre. En fait, c'était une espèce de panoplie. Ça rappelle un petit peu ce que faisait d'ailleurs M. Macron lui-même. Je rappelle que pendant les premiers mois de son quinquennat, il était en permanence en train de se déguiser ou de se travestir avec différentes personnalités. On l'avait vu, il avait à peine pris ses fonctions à l'Élysée qu'il jouait les standardistes. Après ça, on l'avait vu, il était allé sur la base militaire à Istres. Il s'était déguisé avec un uniforme de soldat de l'armée de l'air à son nom, ce qu'il n'est pas. On l'avait vu également, je crois, à Brest, en train de jouer les gendarmes de la gendarmerie maritime. Enfin, on l'avait vu également se déguiser en laborantin pour visiter des laboratoires. Enfin, bref. Alors, est-ce que Benalla suivait le même modèle ? En tout cas, force est de constater que cette journée du 1er mai, il a passé son temps à se parer, se draper dans les traits d'une personne qu'il n'est pas. Il n'est pas policier. Et pourtant, il l'a fait. Alors, cette vidéo était à peine sortie qu'il y a eu ensuite une autre affaire qui est sortie. C'est l'affaire de la perquisition au domicile de M. Benalla. Son domicile, le premier domicile, c'est-à-dire à Issy-les-Moulineaux, et non pas le nouveau domicile qu'il avait investi à partir du 9 juillet avant que l'affaire n'éclate, et qui est son domicile de 200 mètres carrés, réhabilité, rénové aux frais de la princesse étant vous et moi, c'est-à-dire les contribuables.
au palais de l'Alma, donc juste à côté de la Seine. Donc il y a eu une perquisition dans son appartement. Ça a été tout à fait rocambolesque, puisque les policiers sont arrivés. Ils n'avaient pas les clés. Benalla, qui était là, n'avait pas les clés non plus. Il a dit qu'il les avait pas. Donc à ce moment-là, les policiers ont appelé des collègues policiers pour que, paraît-il, il lui envoie un bélier pour donner des coups de bélier dans la porte. Le bélier n'en disposait pas. Enfin bref, ils ont demandé à quelqu'un d'autre. Au total est arrivé l'heure fatidique de 21h, au-delà de laquelle, eh bien, les policiers n'ont plus le droit de faire des perquisitions. Il faut attendre le lendemain matin. Puis le lendemain matin, ils avaient mis des scellés, mais le lendemain matin, ils ont découvert que les scellés avaient été enlevés et que comment dirais-je, le coffre-fort à l'intérieur de l'appartement de Benalla, qui comportait des armes, eh bien, les armes avaient disparu. Alors bon, si on regarde de près cette affaire, c'est quand même invraisemblable. Parce que, en vertu de quoi M. Benalla avait-il des armes? Après, il en a rapporté, mais nul ne sait s'il a rapporté tout ce qu'il y avait. Il est tout à fait vraisemblable qu'il n'en a rapporté qu'une partie. On a appris dans la foulée qu'il y avait également des armes à En Marche, au parti politique de Macron, que parmi ces armes, il y avait des armes qui étaient légalement détenues et d'autres qui étaient illégalement détenues. Moi, je voudrais quand même signaler que, selon la jurisprudence, un parti politique peut être dissous si justement c'est un parti factieux avec des armes et qui menace la République. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que En Marche vote comme un seul homme des lois qui sont liberticides et qui démolissent tous les acquis sociaux des Français. Donc ça démolit en fait les principes républicains. D'ailleurs, la réforme constitutionnelle visait à affaiblir considérablement les droits du Parlement. Et de surcroît, maintenant, on apprend qu'En Marche dispose d'armes dont certaines sont d'ailleurs illégalement détenues. Mais enfin, où allons-nous? Où allons-nous? Je peux vous assurer qu'à l'UPR, il n'y a aucune arme. Il n'y a absolument aucune arme. Nous sommes totalement désarmés, comme il convient à un parti dans un pays civilisé et républicain. Je me demande donc ce que fait le ministère de l'Intérieur. Il serait assez normal, en définitive, que M. Collomb, ministre de l'Intérieur, vous avez vu ce sommet de l'efficacité policière, M. Collomb, qui paraît-il ne savait pas qui était Benalla, alors qu'on l'a vu, on a de multiples photos où il était à côté de lui et à côté du président de la République, M. Collomb, eh bien, devrait mener une enquête pour savoir s'il n'y a pas nécessité de dissoudre le parti En Marche pour parti factieux, anti-républicain et potentiellement violent, détenant des armes. Quoi qu'il en soit, toute cette affaire a tourné en eau de boudin puisque il est apparu que la commission d'enquête à l'Assemblée nationale était en fait face à une obstruction. Il y a M. Larrivé des Républicains qui a fait plutôt une bonne prestation, une bonne impression, qui s'est heurté en permanence à la présidente de En Marche de la commission des lois, cette fameuse présidente d'ailleurs qui, lorsqu'elle a pris ses fonctions, ne savait pas quelle était la différence entre une loi et un décret, ce qui montre sa compétence en matière juridique. Nul n'est obligé de savoir quelle est la différence entre une loi et un décret. Mais quand on est député et qu'on prétend être le président de la commission des lois, c'est quand même un peu fâcheux. C'est comme si le pape ignorait ce qu'étaient les évangiles, quoi. Bref, cette dame qui était la présidente de la commission des lois, elle a fait savoir qu'il y avait 6 personnes qui avaient été entendues, ça suffisait comme ça. Et donc, la liste des personnalités que l'opposition, dans cette commission d'enquête de l'Assemblée nationale, voulait entendre, eh bien, l'opposition s'est heurtée à un mur. Donc, du coup, les Républicains, France Insoumise, le Front National, de Madame Le Pen, etc. Tout le monde a déguerpi, a démissionné de cette commission d'enquête qui, en fait, s'est achevée un petit peu comme l'Okavango, vous savez, ce fleuve de l'Afrique australe qui se disparaît là dans le delta de l'Okavango, c'est-à-dire aux confins du Botswana et de la Namibie, dans rien. Voilà, ça ne débouche pas sur la mer, ça se perd dans les sables. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire Benalla a été sciemment torpillée par la présidente En Marche de la commission des lois de l'Assemblée nationale, avec évidemment le plein accord, le plein assentiment, les directives probablement
de l'hôtel de Matignon et de l'Élysée. On est donc dans cette situation que le président de la République ne s'est toujours pas expliqué devant le peuple français. Et puis comme si tout ceci ne suffisait pas encore, il y a eu encore une autre affaire qui est sortie, qui est l'affaire du passeport. On a appris, chose absolument incroyable, que M. Benalla disposait d'un passeport diplomatique. Alors moi, il ne faut pas me la faire parce qu'il se trouve que je connais très bien cette question. Tout un chacun, lorsqu'on va à l'étranger, surtout lorsqu'il s'agit de pays en dehors de l'espace Schengen, en général, très généralement, on a besoin d'un passeport. Donc vous avez le passeport normal, le passeport de tout citoyen français qui est de couleur bordeaux et qui est un passeport d'ailleurs normalisé à l'intérieur des pays de l'Union européenne. C'est le passeport. Et puis, il y a un deuxième type de passeport qui est réservé à des fonctionnaires, à des hauts fonctionnaires, lorsqu'ils vont à l'étranger pour des missions concernant leur travail. Ce passeport, on l'appelle le passeport de service. Alors c'est un passeport qui facilite un peu le passage des frontières, mais en fait pas beaucoup. Disons que c'est un petit peu mieux que le passeport normal, mais il n'y a pas de très grosse différence. Et puis enfin, il y a un troisième type de passeport qui est le passeport diplomatique. Le passeport diplomatique, lorsque vous détenez un passeport diplomatique, vous franchissez les frontières notamment des aéroports sans aucun contrôle. Vous ne pouvez pas être arrêté, vous bénéficiez de tous les privilèges et immunités diplomatiques. Donc c'est un passeport extrêmement confortable. Et lorsque vous êtes à l'étranger, il suffit de sortir votre passeport diplomatique pour que, si vous avez un ennui avec la maréchaussée, les gendarmes, la police à l'autre bout du monde, eh bien, en général, on vous laisse partir même si vous avez brûlé un feu rouge. Donc c'est un passeport, c'est vraiment quelque chose de très avantageux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les passeports diplomatiques sont extrêmement peu nombreux. Ils sont distribués avec une extrême parcimonie, en règle générale, dans l'ensemble des pays du monde, notamment des pays du monde développé, mais en particulier en France. Et pour vous donner un exemple, moi j'étais, comme tout le monde, j'avais un passeport normal. Lorsque j'ai fait du cabinet ministériel, lorsque j'ai travaillé auprès du cabinet du ministre des Affaires, du Commerce extérieur et de l'Industrie, auprès de M. Gérard Longuet, sous le gouvernement Balladur, j'étais donc amené à accompagner le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur comme conseiller auprès de lui, comme conseiller dans son cabinet. J'étais amené à aller auprès de lui, à aller rencontrer des gouvernements étrangers. Eh bien, le Quai d'Orsay m'avait refusé un passeport diplomatique. J'avais eu un passeport de service. Ceux qui, en France, détiennent un passeport diplomatique sont extrêmement peu nombreux. C'est le président de la République, le Premier ministre, tous les ministres. Donc moi, le ministre, quand j'accompagnais le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, lui avait un passeport diplomatique et aucune des personnes l'accompagnant ne l'avait. Il y a également quelques directeurs d'administration centrale, le directeur du Trésor, peut-être à l'époque le directeur de la DRE, quelques directeurs sans doute au ministère de l'Intérieur, je ne suis pas un spécialiste parfait. Et puis sinon, ceux qui ont un passeport diplomatique, ce sont les membres du Quai d'Orsay, c'est-à-dire les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires, les numéros, les conseillers et les secrétaires d'ambassade, qui eux ont un passeport diplomatique. Alors il doit y avoir aussi certaines facilités pour les présidents des assemblées nationales et du Sénat, et peut-être pour quelques également présidents de corps constitués. Je ne connais pas tous les détails. Mais pour revenir à notre affaire, il est absolument extravagant que M. Benalla ait eu un passeport diplomatique. Ça n'existe pas. Les conseillers, et moi j'étais un conseiller très proche du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, que j'accompagnais à l'étranger, donc j'en aurais eu besoin, ça m'avait été refusé. En revanche, lorsque j'avais été conseiller auprès du ministre des Affaires étrangères, auprès de M. de Charette, dans le cabinet de Juppé II, là j'avais eu un passeport diplomatique, puisque là j'étais rémunéré, j'étais en détachement auprès du Quai d'Orsay, auprès du ministère français des Affaires étrangères. M. Benalla n'est pas diplomate, M. Benalla ne travaille pas au Quai d'Orsay, M. Benalla accompagnait peut-être probablement, oui, de temps en temps, sans doute, M. Macron à l'étranger, mais plutôt moins que moi je le faisais quand j'accompagnais M. Longuet. M. Benalla n'était même pas policier. M. Benalla n'avait même pas été sur la liste du journal officiel parmi les membres officiels du cabinet de la présidence de la République. Donc c'est une extorsion de documents publics. M. Benalla n'avait absolument pas le droit d'avoir un passeport diplomatique. Donc je suppose que
il a dû y avoir un appel téléphonique. Et tel que je connais la maison Quai d'Orsay, qui veille à ça comme sur la prunelle de ses yeux, c'est quelque chose auquel le Quai d'Orsay est extrêmement vigilant, eh bien, on peut être à peu près certain que c'est le président de la République qui a téléphoné à M. Le Drian en lui disant cher ami, il faut absolument donner un passeport diplomatique à M. Benalla, et que ça n'a pas dû aller d'ailleurs sans faire des vagues. C'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle c'est sorti dans le public. C'est qu'il y a évidemment des gens qui n'ont pas avalé la couleuvre, qui ont balancé ça dans les journaux. Alors, on est aujourd'hui donc le 7 août. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. En attendant, ce que je vois, c'est que la presse euro-atlantiste n'arrête pas finalement de cerner M. Macron qui refuse de s'expliquer. J'ai vu un entretien de Maître de Castelnau, qui est un avocat en affaires pénales, qui a été interviewé sur RT France et qui expliquait qu'il avait fait le calcul qu'il y avait au moins 20 chefs d'inculpation qui pouvaient être retenus dans cette affaire Benalla, à la fois contre Benalla, mais aussi contre d'autres, notamment par exemple contre le ministre de l'Intérieur, M. Collomb, pour faux témoignage, ce qui est quand même passible d'amende et je crois même de prison. Alors où est-ce qu'on va aller dans tout ça? Je ne sais pas. Ce qui est probable, c'est qu'on a vu sortir des sondages probablement, à mon avis, un peu aménagés, qui montrent que ça n'aurait pas affecté la cote du président de la République. Moi, je vois en tout cas autour de moi que beaucoup de gens ont été extrêmement choqués par cette affaire, que cette affaire va laisser des traces, que cette affaire durablement a amoché l'image de Macron. Maintenant, pour la suite, wait and see, comme disent les Anglais. Et alors, que se passe-t-il sur la scène européenne? Sur la scène européenne, on a appris hier, je crois, que la Grèce allait être sortie d'affaire. C'est l'inénarrable Pierre Moscovici, commissaire européen de nationalité française, qui a assuré que le 20 août, ça y est, la crise serait terminée en Grèce. C'est évidemment une plaisanterie. Mais pourquoi M. Moscovici disait ça? Parce qu'on a appris, et donc hier, que le MES, Mécanisme européen de solidarité, avait décidé de verser la dernière tranche d'aide à la Grèce, une aide financière de 15 milliards d'euros. Et donc, c'est M. Klaus Regling qui est à la manœuvre. Klaus Regling qui a été pendant toutes les années 2000 le directeur des affaires économiques à la Commission européenne et qui a joué un rôle central sur les décisions imposées au gouvernement français en matière économique et budgétaire. J'en avais parlé dans ma conférence qui s'appelle Qui gouverne la France et qui est encore en ligne. Monsieur Klaus Regling est maintenant à la tête du mécanisme européen de solidarité, le MES, et donc c'est lui qui a annoncé que ce MES allait verser 15 milliards d'euros à la Grèce. Alors le problème, c'est que je me suis dit, mais c'est quoi au fait? D'où sortent ces 15 milliards d'euros? C'est quand même pas... C'est comme dirait Molière, on trouve pas ça dans le pas d'un cheval. C'est quand même beaucoup, 15 milliards d'euros. Ils sortent d'où? Alors, je vous renvoie à l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En fait, il y a des contraintes très importantes sur le sujet. Et en définitive, j'en parlais avec Vincent Brousseau avant de préparer cet entretien, qui m'a dit qu'il y a une très grande opacité sur le fonctionnement du mécanisme européen de solidarité. Et que une chose est certaine, c'est que ça n'est pas de la création monétaire. Une autre chose qui est certaine, c'est que ça n'est très probablement pas non plus de l'appel au marché. Donc il est possible, ça n'est pas sûr ce que je vous dis, mais il est possible que ce soit ces 15 milliards d'euros aient été versés à la Grèce à partir des fonds propres du mécanisme européen de solidarité. Or les fonds propres, c'est des fonds qui sont propres, c'est-à-dire qui ont été donnés au MES et donc par les États membres. Alors je ne suis pas certain de ce que je vais vous dire. Nous sommes en train d'enquêter sur l'origine précise de ces fonds, mais sauf erreur, il semblerait que ce soit des fonds qui sont versés par les États au MES. Ça voudrait donc dire que ce sont des fonds que la France avait versés au mécanisme européen de solidarité qui viendraient d'être transférés à la Grèce, c'est-à-dire à peu près, la France payant 16%, 16% de 15 milliards d'euros, ça fait en gros à peu près 2,4 milliards d'euros versés par le contribuable français comme ça, discrètement, à la Grèce, alors que je rappelle qu'au même moment,
on apprend qu'en France, il y a des drames de plus en plus permanents qui se produisent à peu près dans tous les domaines, notamment dans les domaines des services publics. Je rappelle, ça n'a pas de rapport avec la scène européenne, mais ça a un rapport avec le budget de la France, qu'on a appris il y a quelques jours, un rapport qui est sorti, qui tire la sonnette d'alarme sur l'état de dérèglement des routes en France, les routes, notamment les routes nationales non concédées, qui sont encore gérées par l'État, eh bien sont dans un état de délabrement avancé parce qu'il y a depuis des années un sous-investissement en matière d'infrastructures routières en France. Il manque à peu près plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année pour qu'on entretienne ces routes, mais là, qu'il y ait des nids de poules, que ça crée des accidents, qu'il y ait de plus en plus de routes qui se soient en pleine dégradation en France, eh bien, on l'accepte, mais l'essentiel est d'aller verser de l'argent à la Grèce. Cette Grèce, d'ailleurs, qui n'en a pas fini de ses malheurs, puisque la Grèce étant toujours dans l'Union européenne et dans l'euro, la situation dans laquelle elle s'est trouvée va de toute façon se reproduire un jour ou l'autre, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, puisque le vice fondamental, c'est que la Grèce ait la même monnaie que l'Allemagne. Or, l'économie grecque, le tissu industriel grec, l'économie, le service, comment dirais-je, le secteur des services, le secteur agricole, tout ceci n'a aucun rapport. La productivité des Grecs, le rapport des Grecs au travail, tout ça n'a aucun rapport avec ce que l'on trouve en Allemagne. Et donc, de toute façon, la Grèce se trouve durablement, très durablement, dans une situation d'appauvrissement généralisé. Voilà la situation. À part ça, sur la scène britannique, on a appris que Madame May allait reprendre en main le dossier. On a l'impression qu'elle a un petit peu désavoué le ministre du Brexit, Monsieur Dominic Raab, qui avait, j'en avais parlé je crois la dernière fois, qui avait tapé du poing sur la table. Donc on ne sait pas très bien où va le Brexit. Ce que je note en tout cas, c'est que depuis maintenant quelques jours, il y a une offensive des médias français pour essayer de faire croire à l'opinion publique française que le Brexit serait une catastrophe. J'ai vu que le Parisien titrait en grand titre, s'il vous plaît, que pour le Brexit, les Britanniques se mordent les doigts du Brexit. C'est absolument faux. Les Britanniques ne s'en mordent absolument pas les doigts. Sauf que le Parisien, c'est une propriété de Bernard Arnault, si je crois savoir. Le même Bernard Arnault qui, il y a une quinzaine de jours, s'était félicité que, grâce à la construction européenne, eh bien, les entreprises n'étaient plus gênées par les politiques nationales différentes. Voilà. Donc il est normal que lorsque l'on possède un journal comme le Parisien, on lui fasse dire que les Britanniques seraient ravagés d'inquiétude et de remords par rapport au Brexit. Sur la scène européenne également, autre chose, c'est que maintenant, sur l'affaire des migrants, il y a quand même un effondrement, si j'ai bien compris, du nombre de migrants arrivant en Italie. Donc, que cela plaise ou ne plaise pas, la politique finalement initiée par le nouveau gouvernement italien a porté ses fruits. C'est-à-dire que les passeurs de clandestins, maintenant, vont directement en Espagne. Et c'est désormais l'Espagne qui se retrouve confrontée à des problèmes de migrants. C'est quand même un véritable problème, cette affaire. Ça veut donc bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a quand même, à l'origine de tout ça, des passeurs, des gens qui organisent un réseau de passage des clandestins vers l'Europe. Et pour rester sur ce même sujet, eh bien, ce qui a frappé mon attention, c'est le discours qu'a tenu le Premier ministre hongrois il y a quelques jours, je crois que c'était le 28 juillet, lorsqu'il est allé visiter la communauté minoritaire de Hongrie vivant en Roumanie. Donc tout l'ouest de la Roumanie est peuplé par des personnes d'origine hongroise. Le Premier ministre hongrois a fait un discours assez remarqué, qui est intéressant. Je n'en partage pas personnellement tous les tenants et les aboutissants, mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que le silence, un très grand silence, sauf je crois le journal Le Monde en a parlé, a été jeté sur ce discours qui, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un discours qui est aux antipodes exacts de ce que l'on entend en France et en Allemagne sur l'affaire des questions migratoires. Alors, que l'on soit pour ou que l'on soit contre ce que dit le Premier ministre hongrois,
force est de constater que l'idée selon laquelle tous les pays de l'Union européenne coopéreraient, seraient d'accord sur tout, etc., ben on prend un sacré coup. Quand on lit ce discours, on découvre bien entendu qu'il y a à peu près autant de visions du monde que de pays dans l'Union européenne, et que les vaticinations de Macron, qui fait des grands projets sur la politique migratoire, ben, il suffit de lire le discours du Premier ministre hongrois pour comprendre que les propos de Macron ne servent à rien. Vous savez qu'on ne change les traités, qu'on ne prend des décisions dans des grands domaines stratégiques qu'à l'unanimité, en vertu de l'article 48 du traité de l'Union européenne. En fait, les discours de Macron ne servent à rien qu'à enfumer l'opinion publique française. Voilà un petit peu le tour d'horizon pour les questions européennes en ce moment. Et quelles autres actualités internationales ont retenu votre attention ? Alors, il y a beaucoup d'actualités internationales, bien entendu, comme d'habitude. On va en retenir quelques-unes. D'abord, toujours le même périmètre, l'Iran, la Turquie, la Russie, tout ça. Donc les relations entre la Turquie et les États-Unis se sont beaucoup aggravées récemment du fait qu'il y a un pasteur américain qui est retenu prisonnier en Turquie et les États-Unis, Donald Trump, a exigé que ce pasteur soit libéré. Le ton a donc monté. Les États-Unis, comme d'habitude, ont commencé à prendre des sanctions, c'est-à-dire en gelant les avoirs des ministres turcs de la justice et de l'intérieur aux États-Unis. Ça me fait d'ailleurs toujours rigoler, j'avoue. À chaque fois, les États-Unis gèlent les avoirs des ministres, je sais pas moi, du Guatemala, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Japon, etc., aux États-Unis. Alors, soit c'est du flan, soit c'est complètement faux, soit il y a quand même un petit problème. Nous, les ministres de tous les gouvernements de la planète auraient des avoirs aux États-Unis. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour ce qui vous concerne, je n'ai pas le moindre fifrelin aux États-Unis, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref, à partir du moment où les États-Unis ont dit qu'ils gelaient les avoirs des ministres de l'Intérieur et de la Justice turcs aux États-Unis, eh bien, la Turquie a répondu sur le même plan. Et Erdogan, qui a été réélu brillamment, a décidé de geler les avoirs en Turquie du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice américain. Erdogan a quand même précisé s'ils en ont. Derrière ça se cache également l'affaire iranienne, puisque aujourd'hui même, eh bien, ont commencé les sanctions américaines contre l'Iran. Alors là, on est dans le domaine quand même grave, puisque je rappelle que les États-Unis, que Donald Trump a fait sortir les États-Unis de l'accord nucléaire iranien, qui avait été signé il y a quelques années et qui avait, moyennant le fait que l'Iran s'engageait, on pouvait le vérifier, à ne pas créer d'armes nucléaires, eh bien, il y avait eu une levée des sanctions, un début d'ouverture commerciale de l'Iran vers l'étranger. Donald Trump a estimé que cet accord était bancal, qu'il était incomplet parce qu'il n'était pas assez sévère quant aux possibilités balistiques d'envoyer des armes nucléaires, et donc que l'Iran finalement avait obtenu un accord trop favorable. Et puis les États-Unis se sont heurtés en fait à l'opposition farouche, je rappelle, non seulement de la Chine et de la Russie, mais également dans la plus grande partie des pays du monde, et notamment, et ça mérite d'être souligné, de l'Union européenne qui, pour une fois, a décidé de ne pas accepter le chantage américain, puisque les États-Unis ont décidé de mettre des sanctions de façon avec un processus dit extraterritorial, c'est-à-dire d'appliquer des sanctions à des entreprises, par exemple françaises, qui travailleraient en Iran. Par exemple, en leur imposant le refus d'entrer sur le marché américain ou en leur imposant des amendes. Alors vous avez suivi cette affaire. Et il y a un certain nombre d'entreprises françaises très pusillanimes qui ont décidé de se retirer d'Iran. Mais il y a quand même eu une espèce de mouvement général en Europe pour refuser ce chantage. Je rappelle que les États-Unis, sur cette affaire de se retirer de l'accord nucléaire avec l'Iran, les États-Unis n'ont guère comme alliés que Israël et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite étant à ses alliés de plus en plus alliés discrètement d'Israël. On est loin
du temps du roi Faisal de 1975. Désormais, l'Arabie saoudite a partie liée, très liée avec les États-Unis. Ça, ce n'est pas nouveau, puisque l'Arabie saoudite a quasiment été créée par les États-Unis, mais également avec Israël. Et pourquoi ça? Parce que l'Arabie saoudite est l'ennemi juré au plan régional de l'Iran. L'Arabie saoudite qui est le leader de l'islam sunnite, et même plus de l'islam wahhabite dans sa version rigoriste, alors que l'Iran est le leader de l'islam chiite, comme vous le savez, qui est beaucoup moins développé, parce qu'on trouve le chiisme quasiment que en Iran, dans une partie un peu majoritaire de l'Irak, et puis également un petit peu ici ou là, et notamment au Liban, avec son parti politique attitré, qui est le Hezbollah, qui est le parti de Dieu, le parti des Libanais chiites, qui sont en fait les prolétaires, qui sont en fait les Libanais les moins riches du Liban. Voilà. Alors, le gouvernement iranien est quand même assez inquiet. Il y a eu beaucoup de spéculations sur l'Iran, sur la monnaie iranienne. Il y a des manifestations sporadiques qui apparaissent en Iran. Il y en a qui n'ont pas été rapportées en Occident il y a environ 1 mois et demi et qui portaient dans des zones où il y a des difficultés d'approvisionnement en eau. Et puis là, ces jours-ci, on apprenait, alors là, ça a été rapporté par les dépêches de presse, qu'un petit peu partout, à Mashhad qui est à l'est, à l'ouest, au sud, du côté de Shiraz, etc., il y a des manifestations. Ces manifestations sont-elles spontanées? Ça reste à démontrer. Il y a peut-être certaines forces qui jettent de l'huile sur le feu. Mais enfin, la situation en Iran, quand même, n'est pas si bonne. Elle est en train de se dégrader. Et évidemment, derrière l'Iran, ce qui est visé, c'est évidemment la Russie qui a fait quand même, depuis une dizaine d'années, quasiment un sans faute, et qui est revenu tout à fait en avant sur la scène du Moyen-Orient, là où la France, en revanche, a complètement disparu du fait de son impéritie en matière diplomatique, tout spécialement avec les décisions délirantes de François Hollande en Syrie. Jusqu'où tout ça va aller? Moi, j'ai noté, je l'avais dit, je crois d'ailleurs dans un entretien récent, j'avais dit, parce que Trump avait fait un message Twitter absolument incendiaire, ne menacez plus jamais les États-Unis, c'était écrit en majuscule. À ce moment-là, il y avait, je crois, le président Rouhani, iranien, qui avait répondu à cesser de menacer l'Iran. Enfin, c'était allé assez loin. Et je me rappelle, dans un entretien antérieur, j'avais dit, mais si ça se trouve, c'est un petit peu la commedia dell'arte, comme on dit en Italie, c'est-à-dire une espèce de rodomontade faite par Donald Trump qui annonce peut-être un revirement à 180 degrés. C'est presque ce que l'on a failli voir récemment, puisque hier ou avant-hier, Donald Trump tout d'un coup a laissé entendre que finalement il pourrait très bien se rencontrer avec les plus hautes autorités iraniennes, ce qui serait nouveau depuis très 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 longtemps. On commence au passage à cerner la personnalité de Trump. Donald Trump est un type très malin. C'est pas du tout un abruti ou un idiot comme les médias occidentaux veulent nous le faire croire. C'est un homme qui est assez imprévisible, qui est un sanguin probablement, qui doit avoir, je le subodore, des colères homériques. C'est quelqu'un qui a des préjugés sexistes, racistes, etc., etc., qui ne le rendent pas toujours sympathique. Ça, c'est un fait. Mais c'est aussi quelqu'un qui a réussi à la force du poignet et surtout à la force de sa fortune à s'imposer à la tête des États-Unis contre la volonté de l'État profond, comme on dit, du Deep State aux États-Unis. Et en réalité, Donald Trump, son principal adversaire, ce n'est ni Moscou, ni l'Union européenne, ni l'Iran, ni je ne sais pas quoi. Son adversaire principal, c'est l'État profond aux États-Unis, qui veut faire croire, notamment à l'opinion publique occidentale et en particulier française, que les Américains rêveraient de se débarrasser de Trump. Rien n'est moins vrai. Un sondage récent a montré que Donald Trump caracolait avec, je ne sais plus si c'était 45 ou 49% d'opinion positive. Il faut dire qu'il y a une embellie économique extraordinaire aux États-Unis avec un taux de croissance de 4,1%. 4,1% de taux de croissance aux États-Unis, alors que nous, la France se traîne lamentablement entre 0,2 et 1, et quelques depuis des années.
4,1% de taux de croissance aux États-Unis. Et Donald Trump s'est félicité, je crois que c'était hier ou avant-hier, par un de ses messages Twitter provocateurs dont il a le secret, en disant que finalement la réintroduction des barrières tarifaires aux échanges, vous savez qu'il a augmenté de façon importante, de 10%, toute une série d'importations provenant de Chine, et qu'il a maintenant menacé de taxer de façon vraiment très très importante la quasi-totalité des importations chinoises. Alors tout le monde a hurlé, enfin tout le monde, les élites euro-atlantistes, le Fonds monétaire international dirigé par Madame Christine Lagarde, tout ce petit monde qui fricote à Davos ou qui fricote au club du Bilderberg, tous ces gens qui se reconnaissent entre eux, qui appartiennent en fait au club dirigeant des pays de l'OCDE et qui donc frémissent. Mais en réalité, il n'est pas sûr que Trump ait tort et que, à partir du moment où il l'a dit d'ailleurs que si on continuait comme ça, il y aurait bientôt plus d'industrie aux États-Unis. Ben à partir du moment où il réintroduit des barrières tarifaires dans les droits de douane, eh bien ça change l'eau du bocal, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de changer les poissons et d'avoir toujours la même eau, lui il change l'eau du bocal complètement. On ne sait pas où on va, mais une chose est quand même certaine, c'est que Donald Trump est en train de changer profondément les orientations générales du monde. Je parlais tout à l'heure du discours de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, sur l'affaire des migrants. Et Viktor Orban se prévalait justement de l'exemple de Donald Trump et également citait à l'appui d'une politique ferme vis-à-vis des questions migratoires le nouveau gouvernement italien, le gouvernement autrichien, les décisions prises par le gouvernement allemand, etc., etc. Alors ça, ce sont des choses à suivre de près. Il se trouve que quand j'étais, il y a une quinzaine d'années, je donnais des cours, lorsque je travaillais au Conseil général des Hauts-de-Seine, je donnais des cours dans des grandes écoles de commerce où j'avais fait un cours de futurologie avec des étudiants qui avaient la gentillesse de trouver ça intéressant, des cours de futurologie. Et quand on veut prévoir l'avenir, quand on veut prévoir le futur, c'est pas uniquement la boule de cristal et ou le mar de café de Madame Irma. Il y a quand même une discipline qui permet d'essayer de cerner l'avenir. On fait des scénarios d'évolution. Et puis on envisage différentes hypothèses. Et puis on sait qu'il y a des sciences, il y a une science dure qui permet de prévoir l'avenir, c'est la démographie. C'est la seule science à peu près dure, comme on dit. C'est pas une science molle, c'est pas une science humaine, c'est vraiment une science où vous avez des projections démographiques. À partir du moment où vous avez le taux de natalité, le taux de fécondité, l'espérance de vie à la naissance, on peut anticiper avec un assez fort degré de certitude ce que sera par exemple la démographie d'un pays 5 ans après. Alors, évidemment, après, plus on s'éloigne et plus ça devient flou. 15 ans, 20 ans, là, on a des évolutions en fonction des critères. Tout ça pour dire que quand on fait de la futurologie, on essaie de retenir ce que l'on appelle des faits porteurs d'avenir, hein, des faits dont le flair, l'intuition montrent que ce sont des éléments qui peuvent être formateurs, annoncer le monde nouveau qui arrive. Et quand c'est pas un événement, mais 2, 3, 4 événements comme ça qui vont dans le même sens, on a vraiment la puce à l'oreille. Et lorsqu'en plus de ça, ces événements viennent des États-Unis d'Amérique, qui, qu'on le veuille ou non, ont plutôt quand même tendance à donner le là, comme on dit, à l'ensemble du monde occidental, pour ne pas dire au monde entier, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien il faut regarder ça d'à peu près et ne pas balayer ça d'un revers de la main en disant « mon Trump, là, bientôt il va être à mi-mandat, il va se rétamer aux élections, et puis dans 2 ans on en est débarrassé ». C'est pas impossible, mais ça n'est pas du tout certain. Ça n'est pas du tout certain. Il est tout à fait possible que Trump ait de bonnes élections de mid-term, comme on dit. D'ailleurs, j'ai vu que les démocrates ont appelé Barack Obama à la rescousse parce que les sondages sont pas si bons que ça pour eux. Il est possible aussi que Trump, dans 2 ans, soit réélu. Et s'il fait 8 ans à la Maison-Blanche, avoir systématiquement sapé la puissance de l'État profond aux États-Unis, eh bien, ça peut changer vraiment la destinée de la planète. Alors je reboucle ici sur l'affaire de l'Iran. Eh bien, on commence à cerner la personnalité de Trump. On a l'impression qu'il monte aux extrêmes pour ensuite mieux passer un compromis. On l'a vu avec la Corée du Nord. On avait l'impression, à la fin de l'année dernière, qu'on allait directement vers une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord. Et puis je rappelle le sommet de Singapour,
où pour la première fois, un président des États-Unis en exercice a rencontré un des membres de la dynastie régnante en Corée du Nord, de la dynastie Kim. Eh bien là, il n'est pas exclu que, à partir du moment où les États-Unis sont sortis de l'accord nucléaire avec l'Iran, qu'ils imposent des sanctions, mais dans le même moment, Donald Trump fait des avances. Il a dit notamment qu'il était prêt à rencontrer le président Rouhani. Il a dit également qu'il était prêt à bâtir un nouvel accord nucléaire. Il n'est pas sûr que finalement on va pas avoir des bonnes surprises. En tout cas, moi je les espère. Je verrais bien, par exemple, que la guerre en Syrie, qui est en train de vivre ses derniers soubresauts et qui va consacrer l'erreur et l'échec et la défaite des États-Unis d'Amérique au Moyen-Orient, eh bien, il est possible que l'Iran, qui avait avancé ses soldats, notamment en Syrie, jusqu'à 4 kilomètres de la frontière israélienne, ce qui était jugé comme insupportable et comme un casus belli par le gouvernement de Tel Aviv, eh bien, il est possible que l'Iran, j'en sais rien, mais accepte de ramener ses soldats bien plus loin, peut-être les faire rentrer dans le périmètre de l'Iran, en échange de quoi Bachar el-Assad se verrait confirmer à ses fonctions de président de la Syrie. Si l'Iran fait mine un petit peu de battre en retraite et de retirer ses soldats, à ce moment-là, les États-Unis d'Amérique pourront sortir la tête haute alors qu'en fait ils auront été battus. Israël aura vu confirmer sa sécurité. L'Iran, s'il s'agit de retirer des soldats qui sont en Syrie pour qu'en échange, eh bien, finalement, les États-Unis fassent preuve de souplesse et qu'on recrée un nouvel accord nucléaire iranien, eh bien, au bout du compte, toute cette crise pourrait se dénouer de façon finalement assez intelligente pour tout le monde. Alors je ne sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, j'ai simplement des réflexions personnelles. Je ne sais pas si c'est ça qui va arriver. En tout cas, il faut souhaiter que la crise des États-Unis avec l'Iran se ralentisse, s'affaiblisse, parce que l'intérêt de la France, avec l'Iran comme avec la Syrie, comme avec la Russie, c'est d'avoir d'excellentes relations avec l'Iran. L'Iran, c'est évidemment une très grande civilisation, un peuple de plus de 80 millions d'habitants, un pays absolument central au Moyen-Orient, un pays avec des gens très très éduqués, une culture, une civilisation extrêmement performante, et un pays qui était traditionnellement très francophile et même francophone. Il est donc important que la France, si elle veut continuer à jouer son rôle, ne cède pas aux injonctions américaines et continue en revanche à être très présente en Iran. Alors, sur la scène internationale, il s'est passé quoi encore ? Il s'est passé cette affaire entre le Canada et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a décidé d'expulser l'ambassadeur du Canada à Riyad. Riyad, c'est la capitale administrative et politique de l'Arabie saoudite, la capitale religieuse étant la Mecque et Médine. La capitale administrative et politique, c'est Riyad. Riyad, je crois que ça veut dire le jardin. Eh bien, le gouvernement saoudien, et c'est notamment le prince Ben Salman qui est à la manœuvre, a décidé, c'est-à-dire le prince héritier, de chasser l'ambassadeur du Canada sous 24 heures. C'est quand même... Déjà, c'est rare, c'est très rare en fait, quand il arrive qu'il y ait des diplomates qui soient déclarés persona non grata, qu'on demande à une ambassade de renvoyer chez eux un certain nombre de diplomates. Rappelez-vous pour l'affaire Skripal, dont d'ailleurs on ne parle plus du tout, que les États-Unis ont renvoyé 120 diplomates russes, que la France en a renvoyé 4, mais la France n'a jamais chassé l'ambassadeur de Russie en France. Même le Royaume-Uni ne l'a pas fait, les États-Unis non plus. Donc chasser un ambassadeur, c'est-à-dire le chef de la mission diplomatique, c'est très fort, c'est presque la rupture des relations diplomatiques. En tout cas, il a été déclaré persona non grata, il a 24 heures pour faire ses bagages. C'est vraiment une sanction extrêmement sévère. Et tout ceci pourquoi ? Parce que l'ambassadeur du Canada à Riyad avait fait des déclarations conformes à ce que souhaitait le gouvernement d'Ottawa et notamment la ministre canadienne des Affaires étrangères, qui était en faveur d'une libéralisation des droits de l'homme et d'une amélioration de la situation des droits de l'homme en Arabie saoudite. Alors évidemment, ça n'était pas du goût des Saoudiens. Cette affaire nous rappelle au passage que le Canada a mis les pieds dans le plat, que ça serait bien s'il n'y avait pas que le Canada, s'il y avait tous les pays de l'OCDE, tous ceux qui aboient contre les prétendues violations des droits de l'homme dans tel ou tel pays, tous ceux qui aboient contre la tyrannie du régime de Bachar el-Assad ou de Saddam Hussein. Je ne défends pas Bachar el-Assad et Saddam Hussein. Ce que je sais, moi, c'est pour être allé dans tous ces pays,
c'est que la situation des droits de l'homme, et en particulier des droits de la femme, a rien à voir. Les partis en Arabie Saoudite, les femmes, même si Ben Salman a autorisé les femmes à conduire, elles n'avaient pas le droit de conduire une voiture, quand même. Même s'il a autorisé ça il y a quelques semaines, alors on a crié au miracle. Mais il faut voir que les femmes en Arabie Saoudite restent mineures absolument toute leur vie et qu'elles n'ont pas le droit de voyager librement à l'étranger, même pas à l'intérieur du royaume. Elles doivent toujours être flanquées de leur mari ou d'un de leurs frères. Elles ne peuvent quasiment pas sortir. Elles ne peuvent pas, sauf erreur de ma part, avoir un compte bancaire à elles. Enfin bref. Voilà. Donc les femmes en Arabie Saoudite sont sous une tutelle effrayante. Alors que allez vous balader en Irak ou en Syrie, enfin peut-être pas maintenant, mais quand la paix y sera revenue, vous verrez que ce sont des régimes où les femmes, et non seulement les femmes d'ailleurs, mais également toutes les minorités. Je pense notamment aux minorités religieuses. Dans l'Irak de Saddam Hussein ou dans la Syrie de Bachar el-Assad, il y avait, et il y a encore en Syrie, des chrétiens de toutes les confessions. Il y a des juifs aussi, d'ailleurs. Comme il y a des juifs, d'ailleurs, en Iran. On a tendance à l'oublier, mais sauf erreur de ma part, il y a des députés juifs en Iran. Et il y a des minorités sunnites, chiites, alaouites, druzes, etc., dans tous ces pays du Moyen-Orient. Alors que, en Arabie Saoudite, le seul et unique culte qui soit autorisé, c'est l'islam sunnite, ce qui constitue une violation explicite de la charte de l'Organisation des Nations Unies, dont pourtant l'Arabie Saoudite fait partie depuis, je crois, les années 1950-55, quelque chose comme ça. Si, plutôt qu'il y ait le Canada, là pour le coup, il pourrait y avoir une solidarité occidentale, s'il n'y avait pas que le Canada, mais s'il y avait l'Union européenne, et s'il y avait un certain nombre de pays du monde qui demandaient à Riyad de respecter ne serait-ce que ses engagements, c'est-à-dire de respecter les engagements de la charte de l'Organisation des Nations Unies, eh bien, le monde s'en porterait peut-être un petit peu mieux. Voilà. Ça prouve au passage d'ailleurs qu'entre le Canada et les États-Unis, il y a quand même de l'eau dans le gaz, qui remonte notamment à l'échec, rappelez-vous, du G20 au Québec, qui s'était terminé par un fiasco général et la fureur de Donald Trump. Pour clôturer ce tour d'horizon de la scène internationale, un mot également sur ce qui vient de se passer au Venezuela, où le président du Venezuela, Maduro, qui a succédé, comme vous le savez, à Hugo Chavez, mort d'un cancer, Maduro passait en revue c'était une revue militaire tirée au cordeau avec des militaires qui défilaient au pas. Et Maduro était accompagné de sa femme, de ses ministres, etc. Et puis d'un seul coup, vous avez vu peut-être les scènes télévisuel, eh bien, d'un seul coup, on a entendu des bruits, une explosion dans le lointain, et il semble qu'il y a eu une tentative de coup d'État et d'assassinat de Maduro avec des drones. Moi, je n'en sais rien. Tout est possible. Si cette tentative de coup d'État existait, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a foiré, c'est qu'elle n'a pas été très convaincante. Ce que je note en tout cas sur cette affaire, c'est que les médias français, comme un seul homme, ont remis en cause la version officielle de l'attentat contre Maduro. C'est-à-dire que voilà le président du Venezuela qui d'un seul coup interrompt son discours, il a les services de sécurité qui le protègent, qui l'exfiltrent, etc. On voit des drones dans l'air, certains explosent et tout. Et aussitôt, toute la presse met un attentat, entre guillemets, etc. Alors moi, je ne sais pas. Mais si on lit la presse française, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la presse française dit implicitement que ce n'est pas un attentat, et qu'en fait, parce que Maduro a accusé le président de la Colombie qui quitte ses fonctions dans quelques jours, et donc la presse française laisse entendre à mots couverts ou avec des guillemets généreux, laisse entendre qu'en fait il s'agirait d'un faux coup d'État, d'une espèce de mise en scène organisée par Maduro pour essayer de renforcer son pouvoir chancelant. Il est vrai qu'il va y avoir, je crois, cette année une inflation de, tenez-vous bien, 1 million de %, si j'ai bien lu, au Venezuela. Et que la pauvreté s'étend et que les difficultés d'approvisionnement dans tous les sens s'étendent et que donc il y a une très grande montée de l'insatisfaction au Venezuela. Moi, je n'en sais rien, mais ce que je vois, c'est que il y a des pays, quand ils disent quelque chose, c'est aussitôt pris comme
comme vérité d'évangile, n'est-ce pas? Lorsque l'on dit, par exemple, lorsque j'avais été interrogé le 12 avril 2017 pendant la campagne présidentielle, lorsqu'on m'avait dit, c'était à France Info, on m'avait demandé à 8h30 du matin, qu'est-ce que vous pensez du gazage des populations à Khan Cheikhoun en Syrie par le régime de Bachar el-Assad? Je me dis, mais attendez, vous savez ça comment? Je dis, je n'en sais rien, il faut quand même vérifier. À ce moment-là, je m'étais fait traiter de conspirationniste. Mais là, c'est les médias français qui sont conspirationnistes, parce que là, ils ont estimé que les informations venues du Venezuela étaient des fake news de leur propre chef. Voilà. On a un vrai problème en France désormais avec l'objectivité dans l'annonce des informations. Il faudrait qu'il y ait, je ne dis pas, moi je n'en sais rien sur cette affaire du Venezuela, comme je n'en savais rien sur l'affaire de Khan Cheikhoun, je prends les informations et ensuite j'examine la situation et j'attends qu'il y ait des preuves dans un sens ou dans un autre qui soient apportées. Voilà, c'est-à-dire que cette affaire du Venezuela attire notre attention en fait sur le fait que le Venezuela est quand même, faut le reconnaître, dans la cible des États-Unis et dans la cible des pays de l'OCDE. Ça n'est pas pour rien d'ailleurs que les seuls pays à avoir soutenu Maduro, c'est la Russie et puis c'est, je crois, l'Iran et Cuba. Avez-vous d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder ? Alors, pour ne pas durer trop longtemps, j'en citerai deux. D'abord, ce que l'on a appris ces jours-ci, concerne les offices notariaux. Alors, c'est un petit peu loin du grand public, mais vous savez qu'en France, quand vous faites une transaction immobilière notamment, eh bien, vous passez devant le notaire. Si vous passez également des contrats entre personnes, par exemple, si vous passez un contrat de mariage, vous passez entre des notaires, etc., etc. Mais l'essentiel pour les notaires, c'est quand même tout ce qui concerne les transmissions, les héritages, et notamment les biens notamment immobiliers. Alors, il faut savoir que c'est une profession dite réglementée, et que cette profession réglementée est dans le collimateur de Bruxelles, puisque la Commission européenne exige, en application de l'article sur 121, qui fixe les grandes orientations des politiques économiques, la Commission européenne a décidé de son propre chef, depuis des années, de demander au gouvernement français de remettre en cause les privilèges des professions réglementées. Et donc, en fait, on s'est attaqué au taxi avec Uber, on s'est attaqué... actuellement, on s'attaque aux notaires. Donc il y a eu, alors ça, on appelle ça la loi Macron. Alors il y a des gens, les notaires, qui protestent contre Macron. Moi, je me rappelle, j'avais été reçu à la Chambre des notaires de Paris il y a quelques années pour leur expliquer que c'était pas à l'époque c'était François Hollande, c'était pas François Hollande qui était en cause. Et François Hollande comme Macron, ce ne sont que des employés. Donc ils appliquent et puis ils se font taper sur les doigts. Oui, ça fait 2-3 ans qu'on demande à la France, il n'y a toujours rien qui a été fait sur les offices de notaires. Donc il a été décidé de créer, tenez-vous bien, il n'y en a pas beaucoup des offices de notaires, il y en a sur tout le territoire national, mais il y en a parfois dans une ville de province moyenne, vous avez 2 notaires, vous avez donc ou 3 notaires, 3 offices de notaires, donc c'est assez parcimonieux. C'est considéré comme une profession de notable, profession qui gagne beaucoup d'argent, mais qui a également beaucoup de frais d'ailleurs, puisqu'ils ont aussi des clercs de notaires, des gens qui sont là pour effectuer le travail. Alors bref, suite à la loi Macron, il y a eu donc des décisions pour promouvoir de nouveaux offices notariaux et pour briser cette espèce de monopole qu'il était difficile de franchir. Ça se faisait souvent en famille, ou bien il fallait payer un office de notaire, ou éventuellement passer un concours. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile. Et il y a eu 1650 candidats pour être de nouveaux notaires à travers la France, avec des formalités allégées. Formalités n'ont pas été tellement allégées que ça, puisqu'il paraît qu'il fallait plus d'1 an pour avoir un nouvel office. Donc l'objectif de 1650 n'a pas été atteint, mais quand même, il y en a certainement plus de 1200 ou 1200. Et puis on a appris ces jours-ci qu'il allait y avoir une nouvelle vague de 700, je crois, ou 750 nouveaux postes de notaires qui vont être ouverts. Alors, moi j'attire l'attention ici des gens qui m'écoutent. Je m'adresse notamment, il y a peut-être des notaires qui m'écoutent. Mais il n'y a peut-être pas que des notaires, il y a peut-être aussi des chirurgiens dentistes, des avocats, des médecins généralistes, des médecins spécialistes. Il peut y avoir également, je ne sais pas, toutes les professions réglementées. Ce que je leur dis ici, c'est que ce qui est en train d'arriver aux notaires, où on explique que ça va très bien, ça ne gêne pas les notaires existants,
C'est possible que dans tel ou tel cas où il y avait vraiment une surcharge de travail par rapport au nombre de notaires, il est possible que ça ne gêne pas les notaires existants. Mais au bout du compte, on va pas nous faire croire qu'une profession réglementée avec un numerus clausus, d'un seul coup, s'il y a des milliers de personnes en plus, ça va évidemment perturber l'ensemble du marché. Et ça va évidemment appauvrir les offices notariaux. Il faudrait qu'ils se partagent, et ils seront beaucoup plus nombreux à se partager des affaires qui sont peut-être un peu croissantes, mais pas tant que ça. Et c'est la même chose pour tout. Et puis ça n'est que la première partie de la fusée, puisqu'il s'agit d'une déréglementation généralisée. Et bientôt on nous expliquera qu'on peut très bien avoir des notaires en France qui ne parlent pas le français, ou qui ne sont pas de nationalité française. On peut très bien avoir des notaires roumains, bulgares, slovaques, chypriotes, estoniens, ou des chirurgiens dentistes polonais, je sais pas, slovènes, croates, et puis des médecins généralistes, etc., etc. Donc ça veut dire quoi au bout du compte ? Ça veut dire que toutes ces professions réglementées vont y passer, les unes après les autres, et je le dis d'autant plus que ce sont ces professions qui sont souvent des professions assez bourgeoises, qui ont voté majoritairement pour Macron à l'élection présidentielle, et qui, lorsque elles entendent parler d'Asselineau et de Luper et de sortir de l'Union européenne, poussent des cris d'orfraie en disant « Vous vous rendez compte, sortir de l'Union européenne ?» Très bien, mais au moins qu'ils sachent maintenant ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de torpiller parce qu'ils ne veulent pas s'intéresser au fond du sujet, parce qu'ils ne veulent pas regarder les traités européens, les directives pondues par la Commission européenne, parce qu'ils ne veulent pas aller au bout du raisonnement en croyant à une vague autre Europe dont ils refusent d'imaginer la vérité, c'est-à-dire que l'Europe est irréformable puisqu'il faut l'unanimité pour modifier les traités. Vous imaginez bien que les pays de l'Est ont tout intérêt, au contraire, à voir démolir toutes les professions réglementées dans les pays de l'Ouest pour les investir. Eh bien, je dis à toutes ces professions réglementées qu'un jour, vous vous mordrez les doigts, mais pas comme les Britanniques, selon le Parisien. Là, vous vous mordrez vraiment les doigts de ne pas avoir regardé suffisamment vers quelle direction était en train de nous entraîner la construction européenne. J'invite donc toutes les professions réglementées, les médecins, les généralistes, les spécialistes, les chirurgiens dentistes, les anesthésistes, les commissaires aux comptes, les experts comptables, les chauffeurs de taxi, les notaires, etc., etc. Je les invite à faire bien attention à leurs choix politiques au cours des prochaines années. Il est déjà presque trop tard. Il est déjà minuit moins une. Hein. Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est un sujet à la fois un petit peu léger, mais triste, et puis plaisant aussi. C'est un vaste mélange. Triste parce qu'il s'agit du décès d'un des plus grands chefs cuisiniers français, même qui avait été qualifié comme le plus grand chef du monde. Je veux parler de Joël Robuchon. Donc c'est triste parce que on a déploré il y a quelques mois, au début de cette année, la mort de Paul Bocuse à Lyon, à Collonges-en-Mont-d'Or, qui était le fameux cuisinier, mais Joël Robuchon l'avait un petit peu détrôné. Joël Robuchon était fils d'un ouvrier, je crois. Il n'était pas particulièrement dans la profession de cuisinier. Il avait commencé ensuite, je crois, à l'hôtel Nico. Il avait été repéré. Il avait créé, je crois, son premier restaurant en 1981. Et il avait eu, je crois, sa première étoile dans le Michelin en 1984. Joël Robuchon a révolutionné la cuisine française et il s'était rendu célèbre notamment par une purée de pommes de terre qui était particulièrement extraordinaire. Il y avait toute une recette derrière où il utilisait, il faut l'avouer, de façon plantureuse, énormément de beurre dans la purée de Joël Robuchon. Je voulais le signaler puisqu'au moment où il décède, c'est quelqu'un qui laissera une grande marque dans la gastronomie française, dans l'évolution de la cuisine en France, mais même pas seulement en France, de façon plus générale, avec une cuisine également un petit peu plus, comment dirais-je, naturelle, avec
un lien avec la clientèle. C'est lui qui avait créé les ateliers, par exemple, où il y avait une discussion un peu comme si le cuisinier était derrière son comptoir avec les clients pour faire réfléchir à comment savourer les meilleurs plats. Donc il a vraiment un peu révolutionné l'art de la cuisine. J'en profite pour dire que j'ai fait une conférence au mois de décembre dernier qui s'appelait Gastronomie et politique, que j'ai pas eu encore l'occasion de refaire, mais je me promets bien à la rentrée d'essayer de refaire cette conférence et de l'enregistrer pour que tout le monde puisse la regarder et y réfléchir. C'était une conférence un petit peu amusante parce que je pense que quand même, comme nous sommes français, en règle générale, les Français aiment bien la bonne chair, aiment bien manger et aiment bien également les mets les plus fins. Et je voulais montrer dans cette conférence, et ce que j'essaie de montrer, qu'en fait, il y a une relation que vous verrez quand vous verrez cette conférence entre la politique et la gastronomie. C'est-à-dire que la gastronomie n'est que le reflet de la situation d'un État, notamment de sa force ou de sa faiblesse. Voilà. Et par exemple, actuellement, l'invasion qu'il y a en France des fast-foods à l'américaine est à corréler avec la débandade de la France vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. La nouvelle cuisine française qui s'est imposée au début des années 70, c'est-à-dire juste après l'épopée gaulienne et sous Pompidou, c'est-à-dire la France ayant retrouvé confiance en elle-même, eh bien le reste venait de surcroît et donc on a eu toute une pluie de nouveaux cuisiniers. Enfin, vous verrez ça dans ma conférence. Je commençais cette conférence en citant l'un des fondateurs de la gastronomie en France, pas tout à fait le premier, mais l'un des premiers, Brillat-Savarin, qui a écrit un ouvrage vers 1825-1830 qui s'appelle Physiologie du goût. Et dans cet ouvrage, eh bien, Brillat-Savarin faisait cet aphorisme le destin des nations dépend de la façon dont elles se nourrissent. Voilà. Eh bien, je voudrais un peu dire ça comme hommage et comme salut à Joël Robuchon au moment où on apprend son décès, c'est-à-dire que il a témoigné, il avait 73 ans, il a commencé à être connu vraiment du grand public il y a quand même une quarantaine d'années, au moment où la France, il y a une quarantaine d'années, était encore une France qui avait confiance en elle-même et qui portait haut toutes ses couleurs, toutes ses valeurs et notamment les valeurs de la gastronomie française. Avez-vous un mot pour conclure ? Je conclurai en disant que je voudrais remercier tous les militants de l'UPR et vous l'avez peut-être vu sur les pages Facebook, j'ai décidé de payer un petit peu de ma personne pendant l'été. Enfin, je paye tout le temps de ma personne, mais là, pendant l'été, pour aller coller des affiches avec certaines équipes. Je suis allé dans le Val-de-Marne il y a quelques jours pour aller coller des affiches. Et honnêtement, c'était quand même un peu difficile, à la fois pour moi et pour tous les militants, parce qu'il faisait quand même une canicule vraiment très importante. C'était à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. J'ai pris beaucoup de plaisir moi j'adore ça, coller les affiches. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Donc on a bien rigolé, et puis ça s'est terminé après par un pique-nique dans un parc du Val-de-Marne. Un pique-nique, ce qui m'a permis de parler avec nos militants et de leur... J'ai pu constater d'ailleurs qu'ils avaient tous finalement bon moral et que tout le monde attend avec impatience la rentrée. Notre université d'automne, dont je rappelle qu'elle se tiendra à la fin du mois d'octobre, et puis bien entendu le lancement de notre campagne pour les élections européennes. J'en profite pour dire que là j'enregistre en ce moment, nous sommes le 7 août, donc dans la journée, donc ce soir je ferai la même chose en Seine-Saint-Denis avec d'autres militants. Alors je vais pas faire tout, je suis désolé, je vais pas faire tous les départements de France, mais maintenant ou dans quelques semaines ou dans quelques mois, ça me fait plutôt plaisir en fait de participer à ça, de participer à la vie militante. Un grand merci à tous les militants pour tout leur travail. Vous savez qu'on a un jeu maintenant de 19 affiches qui sont quand même très impressionnantes, qui sont bien conçues, avec des logos bien visibles, avec des couleurs qui sont... c'est vraiment pas mal. On va d'ailleurs faire de nouveaux tirages d'affiches, notamment celles sur l'Europe Titanic. Et puis on a également en cours quelques idées tout à fait intéressantes pour la suite des événements. Vous verrez ça.
Je voudrais conclure par quelque chose, une réflexion qui m'est venue. Là, je crois que c'est vraiment très important ce que je vais dire. C'est que pendant que nous collions des affiches, on a été à un moment abordé par un couple qui nous regardait. Et Lionel Cahan, qui est notre responsable du militantisme dans le Val-de-Marne, qui a une efficacité absolument extraordinaire, que je salue ici pour son professionnalisme incroyable, non seulement on colle les affiches, mais pendant que moi je colle les affiches, lui distribuait des tracts, puis il y en avait d'autres qui préparaient la colle, enfin voilà. Et donc il y a un couple qui nous voit et quelques échanges de mots commencent de façon non agressive, de façon, j'allais dire, normale. Mais la jeune femme dit je ne suis pas... Ah ben moi, ça m'intéresse pas, je ne suis pas d'accord avec vos idées. J'ai dit pardon. Donc elle m'a dit je ne suis pas d'accord avec vos idées, je ne suis pas d'accord avec vos opinions. Et j'ai répondu à cette dame, je lui ai dit mais ce ne sont pas des idées. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits. Et je lui ai dit il y a un article 48 qui impose l'unanimité pour modifier les traités. C'est pas une idée, c'est pas une opinion, c'est un fait. Il y a un article, l'article 63, qui interdit les réglementations aux échanges de capitaux. Voilà, ça n'est pas une opinion, c'est pas une idée, c'est un fait. Et donc je lui ai dit, est-ce que vous avez regardé les faits? Elle m'a dit, ah non, j'ai pas regardé les traités européens, de toute façon, ça m'intéresse pas. Et là, si je vous raconte cette anecdote, c'est parce que je crois, on peut la multiplier, vous en avez tous des comme ça, on peut la multiplier par 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, 20 millions d'exemplaires. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à un problème de fond, c'est que les Français confondent les faits et les opinions. En fait, je viens dire aux Français, je suis désolé, mais le Père Noël n'existe pas. Et moi, comme tout enfant, j'ai cru au Père Noël. C'est bien de croire au Père Noël. Et puis un jour, quand on grandit, on découvre que ça n'existe pas. Eh bien moi, lorsque j'ai créé l'UPR, je suis venu dire aux Français, en fait, le Père Noël n'existe pas. Voilà, la construction européenne, l'Europe ne nous donne pas d'argent. C'est nous qui en donnons à l'Europe. Il n'y a pas de subvention européenne. C'est de l'argent qu'on nous pique. D'ailleurs, la construction européenne n'a pas été inventée par les Français. Ça obéit à des grandes orientations géopolitiques décidées par Washington. Et le Père Noël n'existe pas. C'est-à-dire que M. Macron ne va pas régler les problèmes tout simplement parce qu'il dit « pensez printemps, les amis ». Voilà. Donc la vérité, c'est vraiment très, très, très sérieux ce que je dis là. Je vous suggère d'y réfléchir et de le faire circuler autour de vous. C'est qu'il faut que les citoyens, s'ils veulent être des citoyens français, dignes de voter aux élections, et de voter en conscience, ils doivent se poser la question, est-ce que la personne qui me parle, qui se présente devant moi pour les élections, est-ce que c'est ce qu'on appelait jadis un beau parleur? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous raconter des salades, mais en le faisant avec brio, et donc vous allez y croire? Alors qu'en fait, si vous y réfléchissez un tout petit peu, si vous vérifiez ses dires, vous vous apercevrez qu'il vous ment, ou qu'il vous berce d'espoirs illusoires qui n'arriveront jamais. Voilà. Donc, méditez bien ceci. Je pense que c'est peut-être l'obstacle numéro 1. Il y a une volonté chez les Français. Il y a d'ailleurs un professeur au Collège de France, Jacques Bouvresse, qui avait fait un cours là-dessus. La volonté de ne pas savoir. Il y a actuellement chez les Français, parce que, au fond et inconsciemment, ils ont bien compris que la France est en train de dégringoler. Au fond et inconsciemment, il y a énormément de Français qui ont un peu honte. Qui ont un peu honte que notre génération va peut-être être celle qui va être le fossoyeur d'un pays qui a 1500 ans d'âge, un pays qui a été créé par 40 générations, et nous allons peut-être être la génération qui va mettre un point final à l'histoire de ce pays. Donc comme c'est une idée au fond insupportable pour quiconque éprouve quand même de l'affection pour son pays natal ou pour son pays d'adoption, comme cette idée est quand même misérable, elle nous renvoie à une image de nous-mêmes qui n'est pas agréable, eh bien beaucoup de gens ont tendance à botter en touche, à ne pas vouloir en entendre parler, et à se précipiter sur n'importe quel beau parleur qui leur est présenté par la télévision, en disant « Ah ben lui, il va réussir, bien sûr, c'est impossible de quitter l'Europe c'est la paix, mais simplement ça va pas bien, donc il faut la réformer. » Moi je dis non, ça n'est pas vrai, les faits
c'est que, bien sûr, il y a des problèmes en France de toute nature, mais la clé de voûte des problèmes de la France, c'est la construction européenne, c'est notre appartenance à l'Union européenne. Et tant que les Français, dans leur grande majorité, n'auront pas fait ce travail de deuil, si on peut dire, qui est le passage à l'âge adulte, pour essayer de comprendre le monde tel qu'il est et de regarder les faits en face, eh bien, notre pays va continuer à dégringoler. Je voudrais pas terminer sur cette note quand même trop triste, parce qu'il y a quand même des éléments de renouveau formidables. Vraiment, j'ai beaucoup aimé mon passage dans le Val-de-Marne. Je remercie tous il y avait 19 militants du Val-de-Marne qui étaient présents. Ce soir, ça sera avec la Seine-Saint-Denis. Dans les semaines qui viennent, j'essaierai d'aller dans 2 ou 3 autres départements pour faire là aussi du collage. Je voudrais terminer en vous remerciant tous, en vous souhaitant, je vais essayer de passer aussi quelques jours de congé dans ma maison de campagne. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances. Et puis, je suis un peu désolé de revenir sur le sujet, mais il faut vraiment adhérer à l'UPR, faire connaître l'UPR. Le temps passe. À l'automne, nous allons entrer dans la campagne pour les élections européennes. Il faut absolument que vous vous abonniez en masse à notre chaîne UPR. Vous savez qu'à partir du mois de septembre, on va essayer d'avoir presque une émission par jour. On est en train de peaufiner la mise en place du studio d'enregistrement. Ça nécessite des fonds, ça nécessite de l'argent. Nous allons avoir une chaîne YouTube qui va produire beaucoup plus de contenu. Notre objectif, c'est que au moment des européennes, c'est-à-dire en mai prochain, nous ayons non pas 68 000 abonnés comme c'est actuellement le cas, ce qui fait d'ailleurs déjà de nous la 2e chaîne politique par le nombre d'abonnés sur YouTube, mais nous voudrions avoir, je ne sais pas moi, au moins 90 ou 100 000 abonnés, ou 120 000 abonnés. Voilà. Et donc, c'est gratuit. Faites-le connaître. Suggérez autour de vous que les gens s'abonnent à la chaîne YouTube de l'UPR. Il suffit d'aller sur YouTube, demander UPR, Union populaire républicaine officielle. Vous arrivez sur la chaîne et il y a marqué abonnez-vous. Vous cliquez sur abonner. C'est tout. C'est quand même pas compliqué. C'est absolument gratuit. Et vous aurez immédiatement à ce moment-là toutes les notifications dès lors que nous mettons en ligne une vidéo. Ça marche bien. Mon dernier entretien d'actualité, le numéro 66, au moment où je parle, on est à 120 000 vues, ce qui est beaucoup quand même pour un entretien d'actualité. Voilà. Abonnez à la chaîne UPR. Adhérez à l'UPR. Adhérez à l'UPR. Franchement, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'adhérents. Ça n'est pas normal qu'avec moi, je rencontre en permanence des gens sur le terrain qui me disent c'est formidable, continuez. Et quand je leur dis êtes-vous adhérents, ils me disent ah ben non. Voilà. Et pourquoi non? Ah ben je sais pas, je veux être libre. Et justement, si vous voulez être libre, il faut adhérer à l'UPR. Parce que si vous voulez être libre, il faut absolument sortir du carcan qui nous est imposé par notre appartenance à l'Union européenne. J'espère que vous avez suivi ces bons conseils. Je vous souhaite de bonnes vacances. Vive la République et vive la France. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.